sont les plus porteuses d'informations, c'est des vecteurs d'informations. Et puis il y avait une autre raison aussi qui était un petit peu moins formulée chez moi, c'est que j'ai toujours pensé que ces rencontres n'étaient pas considérées comme il le fallait. Alors certes, elles sont un peu plus extraordinaires à l'extrémité de la classification INEC, Mhm. mais je pensais qu'il y avait quelque chose derrière, quelque chose d'autre qu'on ne voyait pas. Voilà. D'accord. Je me posais la question, pourquoi se produisent-elles et pourquoi se produisent-elles comme ça? Voilà. Donc j'ai passé beaucoup de temps à travailler là-dessus. Et alors, pour en venir maintenant au problème des caractéristiques, dans ce travail sur l'information, ce que l'on cherche prioritairement, ce n'est pas un cas extraordinaire. On le prend, bien sûr, s'il est avéré, on le prend, il n'y a pas de souci. Mais Mhm. ce que l'on cherche, c'est des données récurrentes. Et c'est systématique. Seule la C'est ce qui récurrence revient. des données permet d'avoir une approche un petit peu plus, disons, quantifiable et, D'accord. qui ait du sens surtout. Donc, quand on fait comme ça, vous vous apercevez au fil du temps qu'un certain nombre d'anomalies contenues dans tous les rapports finissent par revenir sans cesse. Alors, ces anomalies, quand elles reviennent de manière statistiquement pertinente, je dirais, eh bien, Oui. ça devient des caractéristiques. En fait, une caractéristique, c'est une anomalie qui a réussi. Alors, pour donner un exemple, il y en a 8. Hein, on est à 8 pour l'instant. Ça, c'est un travail de chercheur. Ce n'est pas toujours bien connu du grand public. C'est pour ça que je commets un livre de temps en temps, d'ailleurs, pour essayer de le faire passer, de Et l'expliquer. c'est pour ça aussi qu'on a cette interview, hein, pour Oui, faire oui, connaître oui. justement Oui, oui. ces aspects. Hein. Donc, il y a 8 caractéristiques à l'heure actuelle, ce qui peut être considéré comme tel en tout cas, et c'est le taux statistique, même s'il est variable, qui les définit. Vous avez des taux qui sont quasiment à 100%, d'autres qui sont moindres, mais voilà. Alors, pour bien fixer les idées, il existe à côté de ça un tas d'anomalies, mais qui sont, par exemple, on va prendre pour exemple l'effet téléobjectif dont on parle parfois, qui consiste à avoir quelque chose qui est à 500 mètres, comme si vous l'aviez sous le nez, ce qui est une absurdité, enfin, ce qui paraît être une absurdité qui est totalement Oui. impossible. Alors, qu'est-ce que ça représente exactement en termes de cas? Là, actuellement, j'ai essayé de chiffrer, il y a un petit peu moins de 10 cas dans le monde depuis le début, ce qui doit faire 0,001%. Ouais, d'accord. Alors, c'est intéressant, hein, c'est très intéressant, mais ça reste une anomalie. Voilà. D'accord. Caractéristiques, vous avez des caractéristiques qui sont quasiment à 100%. Voilà la différence entre les deux. Donc, la huitième caractéristique, alors il faut savoir que chaque caractéristique est aussi une clé, parce qu'il y a un très Ok. fort niveau de cohérence entre elles, et chacune est une clé qui peut un peu déverrouiller votre propre système de représentation, en fait, votre propre grille de lecture. Voilà. D'accord. Et tout ça est en liaison avec certains propos tenus par Aimé Michel, dont on constate tous les jours, moi c'est tous les jours que je constate à quel point il a dit vrai, il a dit juste, c'est normal, c'est le meilleur penseur qu'on ait jamais eu. On ne Donc, peut pas penser l'OVNI. Non, 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 on ne peut pas c'est ça, oui, définir oui, l'OVNI parce qu'on ne peut pas le penser. c'est C'est ça. On ne peut pas ça. comprendre l'OVNI parce qu'on ne peut pas le penser. D'accord. Essayez de penser Valençol et puis vous allez voir, vous apercevrez au bout d'un moment que vous ne faites que reformuler sous d'autres termes le témoignage tel qu'il nous est parvenu finalement. Mais penser Valençol, c'est quelque chose non seulement de très risqué, mais parce que c'est quasiment impossible. Or, la caractéristique a pour effet d'élargir un petit peu votre champ de vision. Il ne faut pas non plus exagérer, mais elle Mmh. élargit quand même le champ de vision. Donc, pour ça, c'est intéressant. Et la huitième caractéristique est très particulière parce que c'est la seule sur laquelle on n'est jamais tenté, enfin, on n'a jamais réussi, plus exactement, à mettre un taux statistique dessus. J'ai moi-même essayé par deux fois. J'ai fait comme les copains, hein, j'ai échoué. Ça paraît impossible. Et en plus, il faut savoir qu'il y a dessus un biais cognitif dans le milieu ufologique généralisé, principalement à cause de sa dangerosité, mais aussi parce qu'elle vient frapper de plein fouet nos propres représentations mentales. D'accord. Et on avait parlé de ces biais cognitifs justement lorsqu'on s'est Ouais. entretenu longuement ensemble déjà. Et donc cette dangerosité, ensuite on y reviendra. C'est une notion sur Ouais. laquelle j'aimerais qu'on puisse aussi revenir ensuite. Oui, bien sûr, Oui, bien sûr. ouais. Et donc cette fonction du mimétisme,
cette dimension spéculaire de Oui, l'italien spec, c'est ça, hein, c'est qui veut ça, dire miroir. miroir. Miroir, Ouais, oui, oui. Donc, on pourrait dire c'est une dimension en miroir. En miroir de qui, de quoi? Ben, de nous-mêmes. de nous-mêmes. De nous-mêmes, ce qui est évidemment très, très, très dérangeant et ce qui est dangereux parce qu'on voit très bien qui peut s'emparer de ça et pourquoi en faire. Hein. D'ailleurs, C'est ils déjà l'ont fait. fait tout de suite. Oui, Donc, voilà. Donc mais moi, je pense depuis le début que cette dimension est une clé fondamentale pour essayer d'avancer dans la compréhension de ce phénomène. Et c'est pour ça que je m'y suis collé il y a presque 50 ans. Hein. J'ai travaillé sur le mimétisme, j'ai travaillé sur cet effet miroir très particulier. Alors, il faut savoir que lui non plus, on n'arrive pas à le chiffrer. Ce qui fait que vous avez des chercheurs, moi je connais des chercheurs qui sont dessus depuis 50 ans aussi, et ils tiennent des positions assez opposées. Certains vous disent, moi je pense que c'est quasiment à 100%. Quoi. Montrez-moi ce qui n'est pas un effet miroir dans cette histoire. d'accord. Et d'autres qui, D'autres disent non, 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 hmm, non. On ne sait pas comment le chiffrer, mais quand même, c'est pas à ce point-là. Donc voilà, ça évolue comme ça. et Euh, peut-être que c'est par rapport à ces, justement, à ces biais cognitifs aussi. C'est peut-être la raison oui, qui oui, fait oui, que, oui. on- C'est-à-dire ça heurte de plein fouet nos propres représentations mentales classiques, je dirais, traditionnelles. Hein. d'accord. Alors, c'est sûr que dans les années 50, c'était totalement irrecevable. Et puis, il faut savoir qu'il y a au moins 3 niveaux de mimétisme aussi. Donc, tout le monde connaît à peu près ou a entendu parler du premier. Bon, ce phénomène paraît capable de mimer un certain nombre d'artefacts humains, principalement aériens. Mais, Aérien. mais pas seulement. Pas seulement. Les cas les plus extraordinaires se déroulent souvent au sol et enfin, j'ai eu à enquêter sur un cas pareil. Je peux vous dire que les témoins ne s'en sont jamais remis. Hein. Et d'ailleurs, ils ont refusé d'en parler à la fin. Donc, Ouais. voilà. Euh, donc, c'est particulièrement absurde. Et pourtant, certains cas auraient dû attirer notre attention indépendamment de ça, puisqu'on a des cas où on a vu l'objet se transformer devant les témoins, changer de forme. Donc Mais il ça y a aurait aussi, dû nous alerter. Mais non, là aussi, il y a eu un biais cognitif. C'est sûr que si vous remontez à 1950 et que l'on pense que les ovnis sont des appareils en tôle et boulons sur le mode de nos avions, par exemple, et qui ouais, viennent de la planète Mars, le mimétisme, ça ne vous parle pas. Hein. C'est sûr. c'est clair. C'est pas quelque chose voilà, qui est Oui, dans. oui, oui. Mais alors, ce mimétisme, je parlais du mimétisme terrestre, on peut le retrouver aussi dans un cas assez célèbre, celui du Skinwalker Ranch, hein, de ce ranch de l'Utah, où les phénomènes sont décrits souvent sous la forme d'animaux, de loups volumineux, Oui, mais pas vraiment. Et donc, il y a aussi ces cas-là où le phénomène semble aussi pouvoir mimer certaines formes de vie, hein, où il apparaît quelquefois aussi sous forme anthropomorphique. oui, Et donc, oui. ça, c'est très, très, très étrange aussi. Oui, Alors, oui, pour et vous noterez que c'est toujours déformé, c'est-à-dire que le mimétisme n'est jamais pur à 100%. S'il était pur à 100%, on n'en parlerait jamais. non, ben non, Eh parce oui, que ça passerait inaperçu. Voilà. oui, vous voyez passer Non. à 747 au-dessus de vous, vous dites, bon, voilà, c'est à 747. Si maintenant il lui manque la queue et l'avant, ah, Ouais. bon, voilà. Et c'est pareil avec Voilà. les. Oui, Oui, c'est même pour l'aspect anthropomorphique, on pourrait dire. oui, Jamais on définit des rencontres vraiment avec des êtres qui paraissent totalement humains. On va nous décrire des petits êtres avec des grosses têtes ou alors des grands êtres avec des cheveux blonds. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. oui, 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 bien sûr, bien sûr. Là, on est dans la troisième caractéristique qui est le cadre protéiforme. La créativité de ce phénomène paraît absolument extraordinaire, effectivement. Moi, j'appelle ça le kaléidoscope. Hein. C'est d'ailleurs une véritable épreuve quand on fait de la recherche, que vous montez des listes de cas sur lesquels vous allez travailler, de se heurter, de traverser le kaléidoscope. Hein. Moi, j'en ai connu beaucoup qui ont arrêté à cause de ça. Hein. C'est insupportable, insupportable. Mais oui, parce qu'au départ, on pensait que les ovnis, non seulement étaient des constructions en tôle et boulons comme nos avions, mais en plus, on a projeté nos propres, nos propres façons de faire dessus. C'est-à-dire qu'on s'attendait à trouver des séries et des pré-séries, c'est-à-dire une forme d'objectivation quand même du C'est phénomène. ça. Ouais, ouais, ouais. Et malheureusement, on s'est cassé la figure assez vite. Ça, c'est la troisième caractéristique. Elle est trouvée dans les années 60, quand on commence à faire un peu des statistiques sur les formes et tout, et on s'aperçoit très vite
que les formes sont innombrables et que même quand il y a des formes qui sont à peu près similaires, du genre une sphère par exemple, on s'aperçoit qu'elles ne sont jamais semblables les unes aux autres. des offres. Ouais. Donc ça, c'est évidemment un gros problème. Ça nous sera reproché d'ailleurs à l'ufologie. Hein. C'est une telle incohérence, une telle absurdité montre que c'est une construction humaine et puis c'est tout, quoi. Voilà. D'accord. Ouais, ouais. Mais il y a un autre aspect aussi qui est assez dérangeant aussi, du mimétisme. C'est ce que vous évoquez en tant que mimétisme, historique ou le Oui, mimétisme conceptuel. Est-ce que vous pouvez revenir sur ce point? oui, oui, bien sûr, c'est le second niveau. Alors, on s'est aperçu au fil du temps, parce que c'est particulier. Autant le premier niveau, vous en apercevez tout de suite, c'est à peu près comme une observation d'ovni classique. C'est Donc, évident. il Ouais. n'y a pas de problème. Mais le second niveau, vous ne pouvez pas, quand vous êtes dans le bain, vous en apercevoir. Enfin, l'histoire nous montre que c'est toujours 2, 3 décennies après qu'on commence à percuter, si vous voulez, à se dire, mais il y a un aspect contextuel dans cette histoire. Contextuel au sens historique hein, et au sens large. Alors, les Allemands ont un terme, c'est le Zeitgeist. euh, Zeitgeist, ouais. Zeitgeist, oui. Zeitgeist. Pour, c'est assez bien vu d'ailleurs, c'est l'air du temps, hein, le Oui, Zeitgeist. l'air du temps. Oui. Et c'est assez bien vu. Si on prend un exemple parmi beaucoup, hein, la vague des fusées fantômes, ce qu'on appelait comme ça, en 1946 sur la Scandinavie, euh, bon, sur le coup, on a pris ça très au sérieux. C'est peut-être la vague la mieux enquêtée de l'histoire d'ailleurs, parce que tout le monde a pris peur, les Russes, etc. Les Américains ont même envoyé des sommités sur place pour voir un petit peu de quoi il en retournait. L'armée s'en est mêlée. Enfin, ils avaient des moyens. Bon, et on s'est aperçu qu'ils étaient vraiment fantômes, puisque plusieurs témoignages font état de crash de ces objets qui ressemblaient effectivement à des fusées avec des ailerons. Il y a un ingénieur qui a très bien vu les ailerons derrière, Mhm. est tombé pas très loin de sa maison. Alors ça a déclenché tout un mécanisme gouvernemental où on est venu avec du matériel et tout, et on n'a absolument rien retrouvé. Il y a un Alors, programme en ce moment en Norvège qui tente de récupérer un de ces supposés objets dans un lac. oui, 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 Justement. oui, oui, absolument. Mais le cas dont je parle, c'est un ingénieur qui l'a vu tomber dans un lac qui avait 2 ans devant sa maison, mais le lac, il faisait 1 mètre de profondeur. Donc l'armée est venue avec des moyens colossaux. Pendant 2 semaines, ils ont tout ratissé et ils n'ont absolument rien trouvé. Donc voilà. Alors, après, ça a cessé comme ça a commencé et le temps a passé. Et après, on s'est aperçu quand même que ce n'était pas les Russes, contrairement à ce qu'on croyait à l'époque, et que on s'est dit, mais c'est quand même curieux, parce que on sort de la Seconde Guerre mondiale où tout le monde a en tête le V2. Le Bon, V2. ouais, oui. Et on rentre dans la guerre froide, dont le propre est un véritable arsenal de fusées munies de têtes nucléaires, d'un côté comme de l'autre, et on assiste à cette vague. Voilà, le niveau contextuel devient évident 30 ans après. Quoi, voilà. Et il y a beaucoup d'exemples de ce type, parfois Oui, moins extravagants, on va dire. il y en a quand même qui sont quand même assez importants. Je pense à la vague de survol à Washington, Oui, oui, euh, oui, oui, 50. oui, On est oui, en pleine guerre froide. c'est ça, Enfin, oui, 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 bien sûr. on est en pleine Euh, psychose d'une invasion et oui, on peut oui, voir oui, le phénomène se manifester comme ça, un peu comme s'il anticipait un peu aussi. certains événements historiques. Il y a un côté un peu prophétique dedans, on croit le discerner parfois. Alors, et puis après, vous avez un tas d'éléments. Moi, j'ai travaillé sur des cas où c'est à l'occasion d'une petite manifestation assez locale au niveau d'un département, eh bien, il y a eu une apparition qui était de loin en rapport avec ce qui se passait, et dans un tout autre lieu, devant plusieurs témoins en plus. Et le truc a vite été enterré parce que c'était tellement absurde que c'est inutilisable, quoi, finalement. Et ça arrive plus souvent que ce qu'on croit. Donc, c'est très, très particulier. Il y a eu encore un cas assez récemment hein, dans la vallée du Rhône, là, où un témoin, Mmh. une femme, a vu dans son jardin une carlingue d'Airbus passer à ras des haies. Donc, elle s'est précipitée dehors pour voir et il n'y avait rien. Or, on descend des carlingues d'Airbus par pas du tout par cette route-là, mais par le chemin qui longe la vallée du Rhône. Donc, encore une fois, là, on est dans un mimétisme un petit peu géographique aussi, qui a utilisé. Enfin, quand on commence à être sensibilisé à cela, on s'en aperçoit quand même, on trouve beaucoup de cas, hein, beaucoup trop de cas d'ailleurs. C'est vraiment.
Alors évidemment, un sceptique va vous dire tout de suite, ben, il s'agit de confusion, bien entendu, bien entendu. Et c'est d'ailleurs peut-être voulu, hein, parce que c'est imparable, hein, c'est imparable. Et vous avez Il y a, plein de cas il comme y ça. a donc un phénomène mimétique, alors biomimétique, technomimétique, mais Oui, pas forcément parfaitement, historico-mimétique, on pourrait dire aussi, enfin oui, conceptuel, oui, en fonction du concept c'est aussi. ça. Et Il y a donc, un troisième niveau, il y a un troisième niveau aussi qui est heureusement plus rare, qui touche. Alors là, le mimétisme devient personnalisé à un témoin. Alors ça, j'ai travaillé sur un cas comme ça. J'ai eu la chance, il y a presque 50 ans, de travailler sur ce cas, de rencontrer le témoin, de faire la reconstitution avec lui sur place. Et ce sont des cas totalement inexplicables. C'est-à-dire que moi, 50 ans, presque 50 ans après, je reconnais que je suis toujours incapable de donner oui, une explication du cas, hein, sauf qu'il il paraissait, il paraissait visiblement en rapport avec le vécu du témoin. Et le problème, c'est que le témoin n'était pas n'importe qui, c'était un commissaire de police et quelqu'un qui avait eu un passé extrêmement glorieux dans l'armée. Et quand on regarde bien le cas, il y a une relation avec ça. Alors évidemment, on va dire tout de suite c'est une hallucination, mais une hallucination qui dure 1 heure et demie sans déformation de l'environnement, où le témoin prend des repères dans la forêt et qu'il les retrouve tous le lendemain, ces repères. Moi, une hallucination, je veux bien, mais c'est quand même une drôle d'hallucination dans ce cas-là. Et ça, c'est et totalement oui, explicable, hein. d'après enfin, un ancien commissaire de police, c'est ce qui me fait penser que moi, enfin, moi, je suis ancien fonctionnaire dans la sécurité publique. Mm. Et j'ai discuté avec un ami qui est commandant de gendarmerie au mois de Ouais, septembre. ouais. Et lui aussi, et sans forcément sans tabou ou sans stigmatisation, m'a dit que lui aussi avait assisté à des choses qui étaient quand même très, 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 très étranges. Voilà. Alors, il n'y a qu'en second rideau que vous vous en apercevez. C'est-à-dire que le témoin ne s'en aperçoit pas. C'est très rare. Lui, il vit ce qu'il vit, mais quand il en parle et qu'on commence à rassembler tout ça de manière cohérente derrière, en second rideau, donc l'enquêteur ou l'analyste, lui se rend compte qu'il y a des éléments avec le vécu du témoin, ce qui me fait dire que le mimétisme peut aussi être personnalisé à un témoin. Et Voilà, ça, oui. Et ça, alors là, on est à un niveau là de complexité qui est pratiquement insurmontable pour nous, hein, bien sûr. Alors, mimétisme, oui, alors vous parliez de danger dans ce mimétisme. Alors, on va revenir peut-être à l'actualité où le phénomène OVNI ou des pans, hein, est évoqué en raison de problèmes de sécurité nationale, en raison de vidéos qui ont fuité en 2017 dans le New York Times, où on peut voir 3 objets qui semblent pas être de conception soit américaine ou alors d'un pays, comment dire, ennemi ou allié, et avec des témoignages aussi d'opérateurs et de pilotes qui témoignent d'objets avec des caractéristiques assez incroyables, des objets apparemment physiques, parce qu'on a aussi des traces au niveau des radars et aussi des clichés, donc et des traces Mm. avec des capteurs thermiques maintenant, parce qu'on a beaucoup développé des capacités dans les capteurs au niveau militaire, Oui, avec des objets qui semblent défier les appareils conventionnels, on va dire, humains, qui ont des manœuvres d'évitement, qui sont capables d'anticipation. Dans le cas, célèbre cas du Nimitz, le fameux tic-tac a une manœuvre d'évitement et se retrouve à 60 km plus loin, exactement au point de ralliement où devaient se trouver les appareils dans l'exercice, dans la manœuvre ce jour-là. Alors, il y a forcément là un autre danger qui entre en jeu. C'est-à-dire peut-être que ces objets ou cette intelligence qui se cache derrière pourrait aussi mimer aussi des caractéristiques militaires chez nous. oui, 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 oui. Alors d'abord, la première chose que je dirais, c'est que ce n'est pas nouveau. C'est nouveau parce qu'on en parle sur YouTube, parce qu'il y a eu une vidéo. Là, c'est vrai que la progression dans les moyens optiques, notamment, peut permettre ça. Elle va peut-être le permettre de plus en plus, hein. Mais ce n'est pas nouveau du tout, hein.
On a ça depuis le début des années 50. Ces soucis sur le plan militaire d'interprétation, on les a depuis les années 50 aussi, et ça ne change absolument pas. Ces comportements physiques hors normes, c'est là depuis le début aussi. Il faut avoir vu ça une fois dans sa vie pour bien comprendre de quoi il s'agit, ce qui m'est arrivé une fois seulement en avril 75. Je vous garantis que rien dans votre vie depuis votre petite enfance ne vous a jamais préparé à voir une chose pareille. Hein. C'est tout simplement, là encore, c'est impossible. Euh, des appareils qui font enfin des appareils, oui, des formes qui font des angles droits ou des angles à 45 degrés à 8000 km/h, c'est impossible pour nos lois physiques. Et s'il y avait quoi que ce soit de vivant à l'intérieur, ce serait mort instantanément. Hein. Donc, et pourtant, j'ai vu ça. et, et j'ai vu ça par 2 fois parce qu'il y avait 2 groupes qui sont passés successivement. Avec un curieux rapport entre eux, mais qui est très difficile à définir. C'était assez agréable à regarder, c'était assez esthétique à regarder en fait. Hein. Bon, et j'ai eu de la chance parce qu'un astronome de Marseille les a observés 2 fois dans sa vie à la même heure, mais pas le même jour évidemment. Et en plus, lui, tout le groupe a tiré un angle droit dans le ciel. Et il dit lui-même, ce que j'ai vu est totalement impossible. Et pourtant, mon père était avec moi et je l'ai vu. Donc, voilà. Donc, ça c'est là depuis le début, bien sûr. Et on a depuis le début des témoignages de pilotes hautement qualifiés quand même, qui témoignent ou ne témoignent pas, parce que toujours, bon, c'est un peu difficile. J'ai travaillé sur un cas, je crois que c'est 64 aux États-Unis, où un gros quadrimoteur, non, c'est même, je crois même qu'il y avait 8 moteurs à hélice, incroyablement équipés sur le plan optique hein, pour l'époque. En plus, tout le personnel à l'intérieur avait ce qui se faisait de mieux en appareil photo portable. Hein. A été suivi par un ovni avec une forme sous-coupe brillante, classique, très bien vue. Ils ont fait des centaines de photos. Hein. Des centaines de photos. Et à l'arrivée au sol, ils ont été immédiatement pris par les autorités et tout a été Mais ouais, comme alors, plus récemment, dans l'actualité, on a eu un témoignage de l'amiral Gallaudet. L'amiral Gallaudet, c'est l'ex-surintendant à l'Observatoire naval américain, hein, l'USNO, qui, lors de, justement, il y a une convention, un symposium qui s'est déroulé à l'université de Stanford, peu après justement l'Echo Event de la Sorbonne. Hein, et c'est vraiment quand même chouette de voir que 2 aussi grosses universités prennent le temps de réunir autant d'experts afin de se pencher sur ce sujet hein, qui est souvent relégué au rang d'absurdité ou de oui. fantaisie. Hein. Alors, cet amiral, cet ex-amiral Gallaudet, dit qu'il a vu sur un réseau confidentiel de la Navy hein, cette vidéo qu'on appelle Go Fast maintenant, qui a été dévoilée dans le New York Times, et que ça l'a conforté qu'on n'était pas seul. Non seulement il dit ça, mais il dit qu'il a rencontré des gens qui supervisent la récupération de certains de ces objets. Oui. Oui, oui, alors c'est quelque chose qui arrive presque tous les jours des États-Unis en ce moment. J'en ai même discuté avec Jacques Vallée. euh, alors, pour Jacques, il dit, lui, d'après ses sources, il y aurait aux États-Unis, dans des services officiels et dans des services privés aussi, notamment des firmes aéronautiques du genre Lockheed, il y aurait une douzaine de ce qu'on pourrait appeler des exofacts. On ne peut pas appeler ça des artefacts. Donc des exofacts. On en parlait de ça, oui, exofact. Voilà. Je pense que c'est un terme qui convient. Oui, 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 ça convient. Donc, il y en aurait une douzaine. Voilà. Alors après, il y a d'autres rumeurs qui circulent, mais ça circule depuis longtemps, il faut dire aussi. Donc, il faut faire attention. Et moi, je lui ai posé la question directement. J'ai dit, mais Jacques, est-ce que vous avez vu une photo? Est-ce que vous avez, par exemple, une analyse même partielle, un résultat d'analyse même partielle à filtrer hein et il m'a dit non. Alors, est-ce qu'il est tenu au secret lui aussi? Je ne sais pas. Mais voilà. Alors, j'ai dit, mais oui, ça porte un nom. Hein. Pour l'instant, ce sont des rumeurs. Bon. Mais des rumeurs quand même qui circulent au niveau gouvernemental avec des. Donc, c'est pas rien. C'est pas rien. C'est un peu plus fort qu'avant.
Il y a une Voilà. personne qui s'appelle Daniel Dean Johnson qui a fait une requête, hein, ce qu'on appelle le Freedom of Information Act, c'est-à-dire qu'on peut demander des documents, et qui a récupéré un document du groupe de l'état-major américain qui aurait ordonné la création justement d'un programme de rétro-ingénierie des PAN sous la conduite du fameux bureau de l'ARO, hein, euh, Bureau de résolution des anomalies tout domaine, hein, pour traduire en français, et dont l'ARO qui a rendu son fameux rapport historique, volume 1, qui traite des cas des PAN des années 40 jusqu'à maintenant. Hein. Ouais, ouais, ouais. Ce rapport dit qu'en fait, non, il n'y a rien qui Et puisse des faire penser, confusions. qu'il y a rien qui puisse faire penser à quelque chose d'extraterrestre ou à une technologie qui sortirait des lois conventionnelles de ce qu'on pourrait connaître, de la physique par exemple. Mais on retrouve ce document qui a été demandé par M. Johnson, où on peut voir un document très officiel, hein, où on peut voir que un groupe de l'état-major américain ordonne la création d'un programme de rétro-ingénierie des PAN, sous la conduite de l'ARO, qui prétend n'avoir Oui, pas c'est de curieux. données de. Non, mais tout Donc, ça, c'est d'enfumage parce que on sait que les ovnis ont cette capacité de déplacement hors norme en violation de nos lois physiques et on le sait depuis le début. Depuis le début. Donc, quand je dis le début, c'est le début médiatique. Mais il y a c'est pas le début de l'ufologie, enfin des apparitions ovnis, hein, ça remonte beaucoup plus loin. Mais à partir de 47, on commence à en parler vraiment au niveau gouvernemental. Avant, bon, mais les performances sont là. C'est même la première caractéristique, c'est la signature du phénomène ovni. ouais, ouais, c'est ça. Bah, justement, oui. Donc, Oui. Et on a plus récemment, et ça on pourra le voir dans notre site internet où on relaie les informations, quelquefois même en temps réel, le témoignage d'un ex-officier des renseignements du Royaume-Uni qui témoigne euh, avoir reçu comment dire, d'un collègue un autre témoignage qui prétend que le Royaume-Uni a aussi un programme de récupération de ces engins, mais aussi des êtres, des oui, des pilotes êtres biologiques, non, oui, oui. qui habiteraient qui contrôleraient ou qui piloteraient ces engins. Oui, oui, ce sont des rumeurs qui courent, mais depuis longtemps. Hein, il ne faut pas s'imaginer que ça vient. Enfin, ça sort des fois aujourd'hui dans un espèce de dynamique, mais Oui. on entend ça depuis, depuis 47, hein, quasiment. D'ailleurs, Roswell, par exemple, si on veut parler de crash, ça remonte à 47, Oui, c'est ça. semaine après l'affaire Kenneth Arnold au Mont-Rainier. Donc voilà, c'est très ancien. Il manque juste les preuves. Alors, tout ça, oui, alors voilà, ce qui nous manque, c'est juste les preuves. Apparemment, certains les ont, apparemment, enfin, en ce moment, au Congrès américain, c'est aussi une certaine, on va dire, il y a une certaine ébullition par rapport à Oui. cette question, justement. Certains représentants auraient vu des choses, mais ils sont encore tenus au secret. Hein. Ouais. Donc, peut-être que ça se dévoile sous l'aspect de briefing privé. Hein. Oui, oui, oui. Donc, mais pour revenir au mimétisme, alors, un phénomène qui semble à la fois nous étudier, hein, nous observer aussi, hein, alors qui semble aussi étudier notre technologie, parce qu'on peut voir que le phénomène est très proche, par exemple, de tout ce qui est des complexes nucléaires, à la fois Ah oui, civils et militaires, qui semble aussi étudier notre biologie. Bon, on va revenir à votre domaine, les rencontres du troisième type et après les abductions, où beaucoup de témoins hein, ont déclaré avoir subi
on va dire, des expérimentations sur leur corps ou sur eux-mêmes. Oui, oui, effectivement, oui. Et là, d'un autre côté, on apprend qu'il y aurait vraisemblablement des programmes d'études du phénomène aussi dans leur technologie, mais aussi comme de récupération du matériau biologique, comme l'avait déclaré David Grush lors de son Oui, audition au Congrès en juillet dernier, oui. de récupération et d'études de restes, donc de corps non humains. Donc, c'est quand même assez, moi, quand je m'interroge avec tout ce qui vient d'être dit, là, on retrouve aussi une forme de mimétisme. C'est-à-dire que d'un côté, nous essayons d'étudier une technologie et une biologie exogène, et d'un autre côté, cette technologie tenterait aussi d'étudier notre technologie et aussi nos caractéristiques biologiques. Alors oui, c'est une très vaste question. Pour rien vous cacher, je suis un peu en retrait là-dessus parce que, d'une part, je pense que cette intelligence nous connaît très bien et peut-être mieux que nous-mêmes Moi aussi. et qu'elle n'a pas grand-chose à apprendre de nous. Oui, Alors après qu'elle surveille des histoires nucléaires et tout, vous savez qu'il y a eu l'observation d'un oui, d'un ovni sous forme cigaroïde avec deux phares au bout en Ukraine et oui, qui a été filmé. Hein. Voilà. Donc, ça, on sait que beaucoup l'ont relevé, hein, à commencer par Jean-Jacques Velasco, d'ailleurs, l'ancien président du CEPRA. Bon, il a dit, bon, il y a quand même, là aussi, on est dans la redondance, dans la récurrence. Il y a une récurrence autour des sites nucléaires, apparemment, voilà, avec des fois des interventions assez actives. Ça s'est passé aux États-Unis, ça s'est passé en Russie également, dans l'ex-URSS, où il y a deux, trois gros cas comme ça, qui ne sont pas très connus, mais qui sont quand même impressionnants, avec des dizaines et des dizaines de témoins militaires. Donc, bon, ça, c'est pas nouveau non plus, hein, ça date des années 80. Donc, voilà, c'est depuis très longtemps. Après, on est toujours dans le problème de la preuve. Et puis, il faut toujours garder à l'esprit ce qu'a dit Aimé Michel. Hein, quand il parle d'hyperphysique, oui, euh, il entend par là, lui, sa pensée, est, comment dire, elle est évolutive, c'est au sens de l'évolution. Il dit une hyperphysique capable de ça, d'apparaître et de disparaître dans notre environnement. Parce que là aussi, on se heurte très vite aux représentations mentales. Hein. En oui, 1950, oui, les ovnis venaient de Mars, les soucoupes volantes plutôt, pardon, venaient de Mars. En 1970, les ovnis donc, venaient de Titan et Ganymède, des lunes de Saturne et Jupiter. Et aujourd'hui, ils viennent de l'espace profond. Sauf qu'il suffit de lire 300-400 cas de rencontres rapprochées dans la foulée et de prendre en compte certaines données qui sont là et qu'on ne peut pas contourner pour savoir que les ovnis ne viennent aucunement de l'espace profond. Donc, étant alors, tout ça, il y a la nouvelle hypothèse, notamment qui a été mise en évidence par les témoignages de ce fameux amiral Galaudet, hmm, qui parle en fait d'une récurrence du phénomène au niveau des océans, donc, ouais, et des grands lacs. Donc, en émettant peut-être cette hypothèse qu'ils ne viennent ni de Mars, ni de Vénus, ni de la Lune, ni de l'espace profond, hmm. mais que peut-être ils pourraient venir justement de cet espace qu'on connaît très mal, hein, ou peut-être moins bien que la surface de Mars ou de la Lune. Des océans, vous voulez dire. Ouais, Ouais. Alors ça, c'est une vieille histoire aussi, hein, elle n'est pas récente du tout. Et d'ailleurs, elle revient à la mode en ce moment. Il y a un article voilà. qui vient d'être publié par Jocelyn Morrison où il fait état de ça. Et quand Jocelyn Morrison fait état de quelque chose, c'est qu'il est au carrefour de beaucoup de choses. Donc, il y a beaucoup de choses qui lui reviennent. Voilà, il y a ça. Après, dans l'esprit d'Aimé Michel, c'est autre chose. C'est une hyperphysique, c'est nécessairement quelque chose qui a une avance inimaginable sur nous-mêmes, qui est une avance incommensurable. 1 million d'années, c'est une goutte d'eau hein, à l'échelle du temps universel. Mais il est évident, on peut facilement projeter qu'une intelligence ayant une avance d'1 million d'années enfin, oui, d'avance sur nous dans l'évolution euh, est, est, capable de, enfin, se trouve dans une autre ontologie. Voilà, une ontologie qu'on ne peut absolument pas penser nous-mêmes. Ce qui fait que évidemment, quand des anomalies ressortent, comme celle dite du téléobjectif tout à l'heure dont je Ouais. parlais,
ça paraît totalement impossible, absurde pour nous. Comment voulez-vous voir à 1,5 km des détails comme si vous aviez le nez dessus? Et pourtant, on a vu ça plusieurs fois, très souvent. Et il y en a d'autres, hein, il y a des trucs pires encore. Hein. Le coup de l'effet cathédrale, ça, il est bien celui-là aussi. J'avais noté un cas que vous avez étudié. Je pense que Oui, c'était le cas de Bon Soleil ou de Beau Beau Soleil. Soleil, au-dessus de Beau Monaco. Soleil, où alors 100 à 150 personnes assistent à une représentation théâtrale, de théâtre. Oui, oui, oui. Et d'un seul coup, ils pensent être témoins un peu de fête foraine, hein, avec Ah, des. les témoins, quand ils arrivent par derrière. Oui, Ouais. oui, ils ont pensé Et, à oui, oui, une et animation de on, fête. Oui, et on voit comme dans une espèce des bulles, oui, de bulle de oui, verre ovoïde, c'est ça, c'est ça. ovoïde, deux êtres à l'intérieur qui semblent être aussi intéressés par la pièce de théâtre C'est ça, oui, oui. aussi, et qui, après, on sait, bon, après que l'engin ou l'exofact hein, s'en va à une vitesse inimaginable, Oui, comme dans le. dès qu'ils appellent les témoins, enfin les 200 personnes qui tournent le dos finalement, dès qu'ils les appellent pour leur faire, ils s'en sont approchés très près en plus. Mais là, C'est parti à une vitesse parce que inimaginable. moi, Oui, moi, oui, je sais que vous abordez le phénomène sous l'aspect de l'historien. Et c'est quelque ouais. chose qui est quand même assez compliqué si on se rapporte au métier de l'historien. Alors moi, vous connaissez un petit peu mes travaux, je prends le phénomène un peu sous le biais du sémiologue. La sémiologie, c'est un peu l'étude des signes. Hein. Ah oui, Et, donc, alors moi, en tant que sémiologue, quand je vous entends parler de ce cas-là, je trouve ça extrêmement intéressant. De par à la fois le contexte, hein, le théâtre, hein, alors symboliquement, qu'est-ce qu'une représentation théâtrale? Et de oui, voir que ces êtres montrent qu'ils sont intéressés par ce genre de représentation, est-ce qu'ils ne sont pas eux-mêmes là en train de se mettre eux-mêmes en représentation? Est-ce que tout ça, ce ne serait pas quelque part pour eux aussi du théâtre? Il y a une dimension comme ça, un peu, on va dire, où le phénomène est joueur, où le phénomène est ouais, oui, oui, ça, c'est trompeur ludique, aussi, c'est ou ludique, ludique. et Oui, oui. trompeur. Et on avait vu que cette caractéristique-là, c'était aussi celui de l'inconscient. Si, oui, bien sûr, bien sûr. Alors, ça va beaucoup plus loin en fait, hein, parce que le cas de Beau Soleil, c'est juillet 1951. Par la suite, j'ai découvert qu'un an avant, un peu plus d'un an avant, à Vaux-en-Dieulet, dans les Ardennes, avait eu un cas très, pas exactement similaire, c'est rarement le cas, mais à peu près pareil. On a le même objet ovoïde Ouais. transparent avec un être genre bibendum à l'intérieur qui fixe les témoins. Là, il y a des dégâts sur l'environnement, sur l'enclos et il y a une trace au sol qui a été laissée, même si l'objet ne s'est pas posé. Et il Les est brûlures, oui. bon. Euh, alors, en fait, ces cas existent depuis le début, puisqu'on en trouve une quinzaine avant-guerre. Et il faudra attendre 1978 et un livre célèbre de Bertrand Meheust, Dans le sillage d'Aimé Michel, pour qu'il révèle ces cas. Philosophe, oui, Oui, un oui, philosophe et sociologue, oui, oui. Et sociologue, qui ouais. leur donne un nom, hein, les effets vitrines. Effet vitrine. Ouais. Et moi, dernièrement, j'ai fait. Alors, vous savez peut-être, en termes de recherche, un cas est divisé en trois. Tout simplement parce que ça correspond au déroulement du cas. Hein, c'est pas, Mhm. donc, vous avez la manière dont ça commence, à laquelle on ne fait jamais attention. Vous avez la partie centrale qu'on appelle la séquence. La Et séquence. vous avez la partie finale, comment ça se termine, qui concerne exclusivement les modalités de l'élusivité. Donc, la partie centrale, la séquence, l'idée a longtemps couru dans le milieu ufologique que la séquence principale, c'était la cueillette, la collecte de minéraux, de branches, de champignons, enfin de tout ce que vous voulez. Bon. Et d'ailleurs, je le pensais moi aussi, mais j'avais cette impression, disons. C'est pas que je le pensais, c'est que j'avais cette impression. Et curieusement, on n'a jamais fait des statistiques sur les séquences. Alors j'ai fini par les faire, je m'y suis collé, je les ai faites. Et curieusement, j'ai été le premier étonné. Qui arrive en tête des séquences? Eh bien, ce sont les effets vitrines, avec plus de 35% des cas, parce que vous 35%. en avez à toutes les époques et partout dans le monde entier. Et il faut savoir aussi que ça s'est produit parallèlement. Alors ça, c'est une partie de l'histoire qui est assez fascinante. Euh,
l'histoire de l'ufologie, je parle de l'histoire contemporaine, hein. Elle commence en fait à la fin du 19e siècle et on peut la classer sous la forme de phases. La première phase, qui va durer jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, c'est ce qu'on pourrait appeler une phase d'imprégnation à bas bruit. À bas bruit veut dire que personne n'en parle, ça reste dans le secret de famille. Et Le puis, ouais. secret de famille, vous en parliez, oui, Oui, j'ai j'en suivi parle ces beaucoup. différentes phases. Ça. Ouais. Alors, on s'étonne aujourd'hui que de temps en temps, un secret de famille saute à la 3e génération. Et c'est comme ça qu'on connaît un cas qui a eu lieu en 1890. Bon, voilà, Ouais. ou dans l'entre-deux-guerres. Hein. Et à partir de, on va dire, la fin de la Seconde Guerre mondiale, on rentre dans ce que j'appelle une phase d'accroche. Alors, cette phase d'accroche, elle possède 2 particularités. D'abord, de gros appareils se posent, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui, hein, et vont laisser la plupart du temps des traces qui malheureusement seront délaissées, pas enquêtées, même pas photographiées des fois. Il y a quelques exceptions, mais elles sont rares. Alors ça, c'est vraiment dans la phase d'accroche. Et quand on regarde ce que les témoins ont vu à ce moment-là, on retombe dans la notion mimétique quelque part, parce que il y a un lien, me semble-t-il, évident avec le contexte de l'époque et même le contexte science-fictionnel, je dirais. Voilà. D'accord. Alors, ça, c'est la première partie. Et il y a une deuxième partie qui est encore plus étonnante, c'est que parallèlement à ces cas, se sont produits d'autres cas dont on n'a absolument pas entendu parler parce qu'ils étaient tellement absurdes que les gens n'ont pas parlé. Et il a fallu attendre encore une fois 20-30 ans pour qu'on commence un petit peu à aborder le sujet, que certains commencent à dire ben, on a vu ça, mais bon, voilà. Et ces cas, ce sont les effets vitrines. Mais moi, je trouve ça, franchement, je trouve ça passionnant. Enfin, en Ah, termes d'investigation, mais c'est vraiment des cas qui sont très difficiles comment dire, à investiguer. Hein. Si on regarde bien, c'est. comme tous les cas de rencontres rapprochées, ce n'est pas facile à investiguer. Il faut savoir qu'il y a à peu près 40% de témoins multiples quand même dans ces cas-là, contrairement à ce qu'on croit. On s'imagine toujours que c'est le cas d'un témoin unique dans un endroit isolé qui va voir ou vivre une expérience. Mais alors ça arrive, hein, bien sûr, mais dans 40% des cas, il y a des témoins multiples quand même. C'est Alors, intéressant. on a maintenant des scientifiques qui travaillent de haut rang, qui travaillent sur le sujet, à savoir le docteur Gary Nolan de Oui, l'université de Stanford, qui oui. a étudié les effets éventuels que faisait justement que produisaient ces rencontres rapprochées avec le phénomène. On a aussi le docteur Avilob avec son Oui. projet Galileo, hein, qui va tenter aussi comment on pourrait définir ça, de pouvoir repérer la présence de ces objets dans dans la proximité en fait, Oui, oui, de notre espace, de notre environnement au sens large. l'environnement. Alors, et on parlait tout à l'heure de programmes de rétro-ingénierie, de technologie, d'études de corps, mais est-ce que quelque part, on ne serait pas encore, même si on parle d'un progrès dans dans le traitement du sujet, est-ce qu'on ne serait pas encore dans la phase un peu tolle-boulon? Ben, c'est-à-dire que le tollé-boulon, ce n'est jamais que ce que Aimé Michel appelait une projection anthropocentrique. Hein. D'ailleurs, il vous suffit de tomber sur. Il y a plein de scientistes hein, en ufologie. Il suffit de tomber dessus et vous comprenez vite. Si vous avez l'habitude d'analyser les discours, vous allez vous apercevoir que ce que disent ces personnes, c'est 100% de projection anthropocentrique. 100%, pas 99%, c'est 100%. Donc, on essaie d'appréhender ce qui n'est pas anormal non plus, comment faire autrement, à partir de quoi penser l'OVNI. On essaie d'appréhender ce phénomène à partir de notre propre contexte hein, et de nos propres projections. Et ça, Aimé Michel appelait ça, pas gentiment, hein, il appelait ça le niveau zéro de l'ufologie. Mais il faut dire que dans sa Mais perspective, on ne peut pas penser l'OVNI. Donc, tout ce dont on bien sûr. discute là, si on est face effectivement à une intelligence qui a 1 million d'années d'avance sur nous, on parle presque pour rien dire. Il n'est pas dit du tout que les entités aperçues correspondent à ce qu'on imagine, c'est-à-dire que Voilà. réellement à des êtres, parce qu'on en a vu se désintégrer sur place, on en a vu devenir transparentes, on en a vu. Il faut faire très attention avec ça. On n'est pas capable de penser cette hyperphysique. Donc,
C'est très, très, très difficile. Et quand vous travaillez sur 300-400 cas, croyez-moi, vous êtes bien obligé d'en passer par là, quoi, quand même. Pour rebondir sur cette hyperphysique et pour conclure cette entrevue, justement, on va parler peut-être de votre projet. Alors, on parlait de physique, un projet de livre avec Philippe, Oui, Philippe Guillemant, hein, oui, oui, oui. qui nous a offert quand même une conférence assez incroyable lors Ouais, de l'éco-event. Alors, ouais, beaucoup de gens parce que c'est un physicien qui parle avec des paroles d'un physicien, donc avec un vocabulaire de physicien. Et donc, vous avez un projet avec Philippe Guillemant d'un livre où vous allez peut-être vous pouvoir aussi donner, comment dire, apposer une lecture un peu plus, comment dire, grand public des travaux qui émanent de Philippe, qui sont vraiment très, très, très oui, intéressants. oui, oui. Alors, alors, si je devais définir ce projet, c'est de contrecarrer, ce qui est très osé quand même, la pensée d'Aimé Michel, disant qu'on ne peut pas comprendre l'OVNI parce qu'on ne peut pas le penser. C'est absolument impossible de penser une affaire physique ayant 1 milliard d'années d'avance, ou 1 million d'années d'avance, pardon, sur nous. C'est pas possible. Or, Philippe Guillemant, pourquoi c'est pas possible? Parce que l'hyperintelligence qui a évolué au point de mettre au point cette hyperphysique, euh, dispose nécessairement d'une ontologie, c'est-à-dire d'une vision de ce qu'est la réalité de l'univers très, très, très différente de la nôtre, très avancée par rapport à nous. Or, Philippe Guillemant, ce qu'il y a d'intéressant chez lui, c'est qu'à partir des éléments actuels de la physique qu'il connaît très bien, parvient à mettre en place une ontologie différente, où il prend le risque de la pousser un peu plus loin, on va dire, et qu'il s'intéresse en plus au sujet des ovnis. Donc, il nous est venu cette idée, d'une part, comment dire, de restituer cette ontologie qui est pour lui le cœur de tout, mais sous une forme plus. On va le faire sous la forme d'un dialogue. Moi, je fais le naïf qui pose Ah des oui, questions. ça peut nous dire. Oui. Voilà. Mais je le force quand même à préciser de manière la plus claire possible un certain nombre de concepts. Vous voyez, bon, voilà. Ça, c'est la première partie. Et dans la deuxième partie, je lui présente une trentaine de cas avec des anomalies intéressantes. Et systématiquement, dans le cadre de cette ontologie, il va me dire ce qu'il en pense lui, comment il explique ça lui. Et je pense En que tant que ça physicien. a été fait et Ouais. que ce sera effectivement voilà, une sorte de petite rupture comme l'a été OVNI et Conscience, mais un peu plus fort encore. Voilà, oui, alors OVNI et conscience, alors si j'avais des livres à recommander sur le sujet, je pense qu'ils rentreraient peut-être aller dans le top 10 parce que c'était vraiment, alors, un livre non, parce qu'il y a eu 2 tomes, il me semble. Je Non, sais non, il y pas, a eu, non, il il y y a a eu qu'un seul tome, une réédition une 2022. réédition, ouais, oui, Ouais, oui, voilà, une le même, réédition. même chose. Voilà. En revanche, Philippe a modifié son apport dans la deuxième édition. C'est C'est ça, oui. ça qu'il faut lire. Voilà, Hein. c'est la Oui, deuxième édition, voilà. oui, Et donc, livre très intéressant auquel vous avez participé également, hein, oui, avec Philippe Guillemant, justement. oui, Et donc, alors moi, et donc pour conclure, hein, alors, je recommande à nos spectateurs aussi de ce livre hein, sur la 8e clé, qui est vraiment très, très intéressant. Et donc, aussi comment dire, d'essayer peut-être de comprendre hein, ce phénomène sous d'autres aspects que l'aspect peut-être technologique, comme on vient de dire, toile et boulon. oui, oui, oui. Ça c'est indispensable parce que ce qui prime avant tout, c'est l'ontologie universelle. Après, la technologie, s'il y en a encore à ce niveau-là, ce qui n'est pas dit, ça découle nécessairement de la physique. Donc voilà. Mais une fois qu'on aura une approche un petit peu plus poussée de l'ontologie universelle, on sera peut-être pas très loin d'avoir, enfin, on aura réellement progressé dans la compréhension de ce phénomène. Ça, j'en suis absolument persuadé. Oui, oui. D'accord. Bon, bah écoutez, Eric, en tout cas, je vous remercie de m'avoir accordé autant de temps.